Martino. Le cauchemar de tous les woke. Est-ce que vous vous souvenez de Michael Kovrig? C'était un des deux Michael qui avait été injustement détenu en Chine pendant 33 mois, en fait, qui avait été kidnappé littéralement par le régime chinois. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, il y avait un événement diplomatique à Montréal avec l'ambassadrice du Canada en Chine, événement auquel Michael Kovrig était présent, et on n'a même pas osé souligner sa présence. Est-ce qu'on est rendu là, vraiment, on est en train de se censurer pour éviter les représalies de la Chine? On va en parler avec M. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur en Chine de 2012 à 2016. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que ça vous choque? Ben oui. Et puis moi, d'ailleurs, en fait, Michael m'avait contacté pour dire qu'il serait à Montréal la semaine passée, puis je lui avais dit, bien sûr, c'était l'occasion pour moi, la première fois de le voir, puis après, j'ai appris que le Corim allait faire un déjeuner où l'ambassadrice Jennifer May, notre ambassadrice en Chine, allait parler. C'est que j'ai dit, ça te tenterait-tu de venir pour entendre ce qu'elle a dit? Puis il a dit, ben oui. Puis là, moi, j'ai envoyé un message à l'ambassadrice pour dire, écoute, peut-être que tu voudras souligner dans tes remarques initiales la présence de Michael, parce que pour moi, Michael, c'est un héros national après tout ce qu'il a souffert. Puis j'écoutais l'entrevue qu'il a donnée à CBC à Adrienne Arsenault, là, la semaine passée. Veut dire, c'est un courage extraordinaire là, d'avoir pu résister à des séances de torture psychologique. C'est tout ça pour dire que l'événement se déroule. Je vais avec Michael. On va à la réception qui précède le lunch, puis ensuite, on s'assoit à la table du Corim. Et l'ambassadrice est invitée à se rendre en avant, puis pas un mot sur Michael, puis ensuite, dans l'échange qu'elle a avec Jean-François Lépine, on mentionne Michael, mais dans le cadre juste de la discussion pour dire, bon, comment sont les relations après la libération des deux Michael et Mme Monk. C'est qu'après ça, moi, je suis allé voir des gens, je me suis dit, ben, comment ça qu'on n'a pas mentionné la présence de Michael? Puis là, j'ai essayé de tirer ça au clair, puis j'ai pas été capable. Il y a un mystère, là, parce que j'ai demandé aux gens du Corim, est-ce que vous avez eu des pressions de quelqu'un qui aurait dit j'ai des clients chinois dans la salle, il faudrait pas mentionner le nom de Michael. Et il y a une autre version qui dit ce serait l'ambassadrice qui aurait dit que elle voulait pas que le nom soit mentionné. J'ai contacté Jennifer, puis j'ai dit écoute, c'est toi qui a dit j'ai jamais demandé ça, c'est pas vrai. Ça veut dire donc j'ai ces deux versions contradictoires, je sais pas qui dit vrai. Là, il faut souligner, là, parce que c'est pas un événement avec l'ambassadrice de Chine au Canada. C'est un événement avec l'ambassadrice canadienne en Chine. Donc, c'est un événement entre Canadiens. Je peux comprendre, à la limite, je me fais l'avocat du diable. Mettons, c'est l'ambassadrice de Chine qui vient au Canada, on la reçoit, la diplomatie veut qu'on mette des gants blancs, qu'on rappelle pas nécessairement leurs mauvais coups, etc. Bon, mais là, c'est entre Canadiens. Et il y a un héros qui est Michael Kovrig, qui est présent dans la salle. Il me semble qu'on devrait le faire, qu'il se lève, puis que les gens, je sais pas, l'applaudissent ou reconnaissent sa présence. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui étaient là, avec qui j'ai parlé là, tout de suite après, puis plus tard, puis ils m'ont dit, mais comment, puis qui ont vu que Michael était là, puis ils ont dit, comment ça se fait que son nom n'a pas été mentionné? Ben, j'ai dit, je suis perplexe, puis extrêmement déçu, parce que, puis en fait, c'est ça, je me disais, ben, si c'est le Corim qui a cédé à une pression, ben là, c'est inacceptable. Si on commence à s'auto-censurer chez nous, ben c'est ça, c'est quoi nos valeurs? T'sais, là, c'est un gars, lui, qui a été pris dans un grand jeu géopolitique, qui n'était pas un espion, puis il avait été pris en otage par les Chinois, c'était très clair, et puis qui a passé à travers tout ça. Il faut souligner sa présence, il faut reconnaître, puis le féliciter d'avoir passé à travers tout ça. Écoutez, je veux profiter de votre présence pour que vous me parliez de Michael Kovrig. Justement, vous lui avez parlé. Il a été torturé psychologiquement là, dans sa détention. Je veux dire, moi, c'est ça. C'est moi qui avais recruté Michael pour venir travailler à Pékin. Je l'avais choisi à l'été 2013. Il est allé faire 1 an de chinois, puis il est arrivé travailler à l'ambassade. On a travaillé ensemble de 2014 à 2016. Excellent employé. C'est un ancien journaliste, écrit très bien. Faisait son travail pour
fouiller ses dossiers, puis il traitait de dossiers que la Chine trouvait sensibles, comme les relations entre la Chine puis la Corée du Nord, la Russie, le traitement des minorités en Chine. Et puis, il a décidé de prendre un congé sans solde parce qu'il y avait une petite amie à Pékin, puis et oups, il s'est fait arrêter. Je lui ai parlé, puis j'ai dit comment ça s'est passé. Il m'a dit, il s'est fait enlever, puis ils l'ont mis dans une voiture, ils ont passé les menottes, mis une cagoule sur la tête, et il essayait de compter les virages, puis là, il s'est dit, bon, ça a pris 45 minutes, il l'a emmené dans un endroit, il a dit, ça doit être dans le sud-ouest de Pékin. Il l'a rendu sur place, ils ont enlevé les menottes, la cagoule, il était dans une pièce capitonnée, pas de lumière du jour, des néons, avec deux Chinois assis en permanence dans sa chambre. S'il allait à la toilette, il n'y avait pas de porte. Ils étaient là tout le temps. La lumière allumée la nuit. Puis, quand c'est le temps, il l'interrogeait tous les jours de 6 à 9 heures. Il l'emmenait, puis il l'assoyait sur une chaise haute. Puis, c'est un peu comme une chaise de bébé. Là, on rabat le couvercle. Là, puis il dit, je ne peux pas bouger. Puis là, avec les pieds ballants, puis là, il lui mettait beaucoup de pression, puis de faire des menaces que sa petite amie serait arrêtée, puis sa petite amie était 6 mois enceinte. Et puis, lui, il refusait de collaborer. C'est que là, ils ont commencé à couper ses rations alimentaires. Il a perdu 10 kilos le premier mois. Et puis, il a décidé de leur tenir tête, puis il s'est dit, je suis pas pour sortir d'ici, moi, comme prisonnier ou otage. Je vais être un homme libre quand je vais sortir d'ici. Puis il s'est fait un horaire chaque jour, quand il y avait un peu de temps libre, faire du yoga, de la méditation. Il a réussi à obtenir un dictionnaire anglais-chinois pour améliorer son chinois. Puis il a refusé de signer il lui disait, à la toute fin, par exemple, pour le libérer, il dit, bon, faut que tu signes une confession comme quoi tu reconnais tes torts. Il a dit, il n'est pas question que je signe ça. Wow. Il a toujours refusé de signer, puis il a dit, je suis pas un espion, je faisais mon travail. Puis, on a entendu dans les journaux que, par exemple, Michael Spavor disait, c'est à cause de Michael Kovrig que j'ai été arrêté. Mais il dit, dans le procès, ils n'ont quasiment pas parlé de Michael Spavor. Aussi, ce qui est à noter, ils l'ont questionné beaucoup sur le travail qu'il faisait à l'ambassade, ce qui est contre la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. On n'a pas le droit d'interroger un diplomate sur son travail, même après qu'il ait complété son mandat. Écoutez, 33 mois, M. Saint-Jacques, c'est presque 3 ans. Là, il faut avoir sans savoir ce qui va lui arriver, là, il faut avoir une force de caractère incroyable. Ben oui, c'est ça. Je pensais à l'expression la dureté du mental. Là, ça, c'est un beau cas de dureté du mental. Puis en fait, la détention, ça a été en 2 phases. La loi chinoise permet une détention incognito pendant 6 mois, ce qui est contraire aux règles des Nations Unies. Les règles des Nations Unies disent qu'on ne peut pas laisser quelqu'un en isolement plus que 15 jours. Puis là, c'était interrogatoire tous les jours, puis au bout de 6 mois, ils l'ont accusé formellement. Là, ils l'ont transféré dans une prison où il y avait une douzaine de prisonniers chinois. Les conditions étaient un petit peu moins pires en ce sens qu'il y avait une fenêtre avec du plexiglas. Ils voyaient au moins la lumière du jour. Ils n'avaient pas vu la lumière du jour pendant 6 mois. Et puis là, il s'est mis à avoir une vie, là, 24 heures sur 24 avec 12 autres personnes dans la cellule, une seule toilette. Puis il m'a dit qu'il a trouvé ça intéressant parce que la plupart des gens qui étaient là, c'était des fonctionnaires qui avaient été condamnés. Puis il ne savait pas trop pourquoi qui avaient été condamnés, puis il ne connaissait pas le système de justice chinois. Michael le connaissait, parce que pour revenir à ce que vous disiez tantôt, quand il s'est fait arrêter, il savait qu'est-ce qu'il attendait, parce qu'on avait eu le cas de Kevin Garrett, qui s'était déroulé Kevin avait été arrêté en 2014, puis a été libéré en 2016, tout de suite après la visite de Justin Trudeau à Pékin. Là, j'étais là, puis j'ai été très impliqué là-dedans. Ça fait que Michael savait, puis c'est intéressant parce qu'il dit quand Mme Meng a été arrêtée, il pensait pas qu'il serait arrêté, il pensait pas qu'il pourrait être retenu en otage, puis il est arrêté à peu près une semaine après Mme Meng, puis une fois qu'il était arrêté, là, il savait très bien là, qu'est-ce qu'il attendait.
Et Michael Kovrig, est-ce qu'il en ressort amer de cette expérience-là, en colère contre le régime chinois, en colère contre le Canada qui n'a pas fait assez pour le faire sortir de là? Il est comment aujourd'hui? Ben, c'est ça, moi, c'est pour ça que j'avais bien hâte de le rencontrer, parce que j'avais pas eu la chance encore de le rencontrer. Je l'ai trouvé un peu en meilleure condition que ce à quoi je m'attendais. Il est un petit peu amer. Puis là, moi, c'est ça. J'ai pu lui fournir de l'information sur moi, comment j'avais vécu ça de mon côté, puis lui dire des choses qu'il ne savait pas. Bien sûr, il aurait aimé que le gouvernement canadien soit plus actif. Puis il me disait, il comprenait pas pourquoi le gouvernement canadien avait décidé d'être gentil en se disant, bon, on va être gentil, on fera pas de grandes déclarations, puis le bon sens va prévaloir. Puis moi, dès le départ, j'avais dit aux gens à Ottawa, vous vous méprenez. Les Chinois, c'est une gang de tough, de dur à cuire. Xi Jinping s'intéresse à ce cas-là personnellement, puis il faut jouer dur avec eux. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Ils respectent ceux qui jouent dur, puis ils méprisent ceux qui sont faibles. En terminant, est-ce qu'on n'est pas en guerre avec la Chine, mais est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une guerre froide, comme les États-Unis et la Russie dans les années 50? Je pense que c'est pas tout encore là, mais pour vous donner aussi une idée, quand j'ai parlé avec l'ambassadrice, je disais, bon, c'est quel genre d'accès tu as? En fait, son accès est très limité. Il n'y a plus aucun Chinois qui vient à des événements à l'ambassade parce qu'ils se font dire, si eux, ils en invitent, les gens de la sécurité, leur téléphone, puis ils disent, allez pas à l'ambassade parce qu'il va vous arriver des problèmes. C'est que je pense qu'on est dans une période difficile, puis ils vont pas vouloir nous récompenser tant que la commission Hogg ne sera pas terminée. Puis là, en plus, on vient de leur imposer des tarifs de 100% sur les véhicules électriques. Xi Jinping trouve que le premier ministre Trudeau, c'est un 2 de pique, un pee-wee. C'est que je pense qu'il faut s'attendre à avoir des relations difficiles encore pour un bout de temps. C'est toujours très intéressant de vous parler, M. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur en Chine. Merci beaucoup. Bon week-end. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.